Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Makeba Chamri. Bienvenue à cette table ronde donc sur les nouveaux métiers de la révolution technologique. Euh, donc, nous avons des superbes intervenants. Donc, un robot que je vous présente, qu'on a appelé Jean-Marc Donia. Bonjour, bonjour Jean-Marc. Donc, qui est un touche-à-tout informatique, qui va nous expliquer d'ailleurs un petit peu tout ça, conférencier, formateur, et aujourd'hui passionné par la transition écologique. Jean-Marc, dites-moi si je me trompe. On va Tout est tester comme bon. ça. Je vous souhaite la bonne journée à tous et à toutes. Bon. On a donc avec nous aussi Amer Nasser Eldine, donc qui ici, voilà. Va s'activer tout seul, très bien. Alors déjà, ça me fait trop plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vois tous votre motivation. Moi, je suis Amer Nassaradine, je suis architecte technique chez Salesforce. J'interviens sur l'intégration de projets innovants qu'on va parler, qu'on va avoir la chance de discuter aujourd'hui. Voilà. Merci. Et on a donc comme troisième intervenant Duc Aduong, papa entrepreneur. Il y tient à ce terme. Et donc qui a fondé aussi une société d'informatique qui s'appelle Officience. Oui, une société qui a la particularité d'être à moitié vietnamienne, à moitié française, comme moi, parce que Duc, c'est d'origine vietnamienne. Mais moi, je suis basé à Paris et voilà, la question c'est qui suis-je Pourquoi est-ce que je suis venu là? Moi, je suis venu là parce que je suis papa et que du coup, je me préoccupe du monde de demain. Et je suis là parce que je suis entrepreneur et pour vous raconter un petit peu comment on voit les choses. Merci. Et donc juste moi je suis Makeba, donc je vais animer ces tables rondes et j'ai fondé en fait une start-up qui s'appelle Swan et qui travaille sur une nouvelle culture au travail. Donc on va commencer, ce qui est très intéressant en fait pour parler en fait des nouveaux métiers. Je me suis dit que ça serait vraiment intéressant aussi d'avoir très rapidement, évidemment brièvement, mais quand même une idée du parcours de nos intervenants et pourquoi ils se sont intéressés aussi à ces sujets d'intelligence artificielle et de robotique, etc. Commençons, Jean-Marc. Commençons par vous. Euh, Évidemment, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses, comme touche à tout, vous avez beaucoup de choses à dire, mais quand même brièvement, voilà, quel a été votre parcours et ces sujets, pourquoi ils vous tiennent à cœur particulièrement? J'ai commencé à toucher l'informatique en 1979. Le PC était même pas disponible en France, donc ça vous dit un peu le parcours. J'ai utilisé tous les outils numériques et j'ai eu un grand plaisir à les hacker, c'est-à-dire développer leurs usages. Et désormais, je fais partie de la French Tech Loire-Vallée, donc ce réseau de sociétés, de start-up et compagnie. Et je développe des pages web, des pages sur Facebook pour transmettre de l'information et aussi archiver toutes les datas qui m'intéressent dans le cadre de mes projets dans la transition numérique, énergétique, sociétale. Pas un son. Ah, attendez, Jean-Marc, je crois qu'on a un petit souci de son quand même. On l'entend, c'est très haché. Hein. Ouais. Alors, je note aussi que j'ai des petites micro-coupures de son. J'espère que ça posera pas trop de problèmes par la suite. Donc, Voilà, ça va mieux là. je suis actuellement en train de développer des technos dans les énergies renouvelables, etc. Et je gère plusieurs blogs, une page web et plusieurs pages spécifiques sur Facebook. C'est vous dire que je baigne en permanence dans le numérique. Donc, j'espère pouvoir vous apporter des retours d'expérimentation personnelle et des projections sur l'avenir qui puissent aider ces jeunes. Très bien, très bien. Merci Jean-Marc. Amer Nasser, hein, qu'en Alors, est-il pour vous? Hein? alors, pour moi, je suis un grand passionné de l'informatique, surtout la partie technique de l'informatique. J'ai eu de la chance aussi d'assister sur plein de projets des grands clients, surtout la SNCF, et tout concernait en fait la compréhension, déjà avoir des données clients pour pouvoir les aider après à comprendre mieux leur comportement, etc. On aura la chance de discuter peut-être en détail après. Mais voilà, en gros, mettre en application en utilisant par exemple des robots pour pouvoir récolter des informations, assister les gens et répondre aux requêtes clients.
Et tout ça, c'est en utilisant des technologies innovantes comme l'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre les comportements, etc. Sinon, voilà. On discutera en détail après si vous avez des questions plus précises. Très bien. Ouais. Duc. Alors moi, j'ai un parcours académique d'école d'ingénieur. J'ai travaillé 7 ans pour une multinationale qui s'appelle Orange, qu'on connaît comme opérateur télécom, mais qui fait aussi des réseaux internationaux. Donc je travaillais à l'international. Et en 2006, je suis parti vivre au Vietnam pour créer donc cette société Officiance dont on parlait tout à l'heure. Et je suis revenu en 2012 après avoir lu un livre qui a changé le sens de ma vie et qui m'a fait un petit peu toucher du doigt comment allait fonctionner l'économie au 21e siècle, à ce qu'on appelle l'ère numérique, l'ère connectée. Enfin, il y a plein de noms possibles. Les gens se chamaillent un peu pour savoir est-ce qu'on vient de l'ère fordiste pour aller à l'ère post-carbone ou si on vient, etc. Bon, il y a plein de noms, mais on pense qu'on est en train de vivre une transition. Et depuis la lecture de ce livre, je m'interroge sur comment est-ce qu'on peut faire pour vivre cette transition de manière la plus apaisée possible, parce que les grandes transitions sociétales dans l'histoire, dans les milliers d'années d'histoire qu'on a derrière nous, n'ont pas toujours été paisibles. Ça passait souvent par des guerres ou des conflits très forts. Euh, voilà. Et donc depuis, je m'engage pour réfléchir et pour essayer de voir comment ces progrès, toute cette technologie, ce champ des possibles qui s'offre devant nous, qui est là, comment est-ce qu'on pourrait prendre le meilleur chemin. Très bien. Et justement, pour rester là-dessus, aujourd'hui, quelles sont les perspectives par rapport aux nouveaux métiers, justement par rapport à quand même tes convictions très fortes sur le sujet? Quelles grandes lignes comme ça tu vois sur ces nouveaux métiers qui vont apparaître? Alors, on va faire un peu de théorie. Je me dis, entre personnes, entre êtres humains, adultes, enfants, hommes, femmes, etc., on peut s'échanger 5 sortes de choses, 5 sortes de transactions. Des biens matériels, depuis qu'on a la propriété privée, on peut faire du troc. Comme c'était pas très pratique, on a inventé l'argent. Il y a, il y a 5000, 10 000 ans, hein, on a inventé l'argent pour faciliter les échanges. Ça, c'est ce qu'on appelle les échanges marchands. Mais à côté, heureusement, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et on a aussi des échanges qu'on appelle non marchands, qui sont des émotions. Je peux sourire, je peux envoyer un smiley pour partager mon émotion. Des échanges de connaissances. Je décris le monde, je te dis, ah, j'ai vu ça, j'ai mangé une pizza ce matin, etc. Et des échanges de connaissances. Connaissances, émotions, connaissances et confiance. On peut reconnaître quelqu'un, on peut le liker sur les réseaux, on peut lui dire, etc. Lui faire une belle réputation en parlant de lui devant tout le monde. Et donc, il y a la grande famille des échanges marchands et la grande famille des échanges non marchands. Les échanges non marchands, ils sont pas faciles à manipuler par la technologie parce que ils sont subjectifs en fait. Vous pouvez pas mesurer votre niveau de confiance en quelqu'un. Ils sont aussi abondants. Vous partagez une connaissance, vous l'oubliez pas, elle se démultiplie. Vous n'avez pas besoin d'enlever votre confiance dans quelqu'un pour la donner à quelqu'un d'autre. Et, et du coup, comme tout ça, c'était pas très facile à utiliser, on a inventé la vie professionnelle et la vie personnelle. Et dans la vie professionnelle, nous a demandé pendant des centaines d'années de vivre comme si on était des machines, d'être professionnel, avoir une attitude professionnelle comme ce qu'on vous demande à l'école. On vous demande pas de pleurer à l'école, on vous demande pas de raconter à vos professeurs vos états d'âme, etc. Parce voilà, on appelle ça être sérieux. Et puis dans notre vie personnelle, par contre, on a toujours nos cinq flux. On a évidemment de l'argent pour s'acheter à manger, mais aussi on a des amis, donc c'est des relations de confiance, on a des émotions, on les exprime, etc. Et donc, dans ce cadre-là, ce que je vois et ce que j'attends, c'est voir émerger finalement des métiers qui vont remettre ces flux non marchands dans notre quotidien. Parce qu'avec le numérique, le grand mur, cette grande barrière qu'il y a entre la vie professionnelle et personnelle va s'effondrer. Et
Et donc la valeur qu'on va pouvoir créer, l'utilité qu'on va pouvoir apporter à la société, ne sera plus de savoir se comporter comme un robot, à mesure que les robots s'améliorent, mais sera au contraire, la valeur qu'on va apporter viendra du fait que vous pouvez vous comporter comme un humain. Un exemple concret, on parlait tout à l'heure de la disparition des chauffeurs de voitures dans les taxis. Peut-être que des gens qui vont conduire les voitures vont disparaître, mais peut-être qu'il y aura quand même quelqu'un dans la voiture qui vous apportera des flux non marchands, qui vous apportera du confort, qui vous apportera, par exemple, comme dans les avions, si vous avez déjà pris l'avion, il y a des hôtesses et des stewards qui sont là pour faire en sorte que tout le monde se sente bien dans l'avion. Mais peut-être qu'il y aura des taxis où il n'y a pas quelqu'un qui conduit, mais il y a quelqu'un qui vous sert un verre d'eau, qui Une répond à vos conversation questions, agréable. qui vous tient une conversation. C'est ça. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, voilà, il y aura peut-être quand même quelqu'un dans la voiture parce qu'il y aura quand même des gens prêts à payer pour avoir de la compagnie dans la voiture. Même si peut-être qu'effectivement, la moitié des voitures n'auront pas de personnes dedans parce que il y aura toujours un mode low cost où il n'y aura pas d'être humain dedans, mais il y en aura où il y aura quelqu'un dedans. Par exemple. On le voit dans la nourriture. Pourquoi McDonald's n'a pas envahi le monde? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher que le prix du McDo pour avoir de la nourriture fabriquée par des humains qui aiment leur boulot et que ça se voit dans l'assiette. Ben, voilà, pareil. Et alors aujourd'hui, les serveurs, on va peut-être pouvoir les remplacer par des robots qui vous jettent la nourriture sur votre assiette, qui vous apportent le coca sur votre table. On aura peut-être des technologies avec des robots qui feront ça, mais il y aura toujours des gens qui seront prêts à payer un peu plus cher leur coca pour qu'il y ait un être humain qui vienne leur voir, qui leur dise bonjour, qui leur demande comment ça s'est passé, etc. Et qui s'occupe de tout ce flux non marchand. Le travail du serveur, c'est un petit peu de vous apporter votre verre d'eau et beaucoup de vous apporter du bien-être, de vous sentir dans une maison, etc. Merci. Une forme de réhumanisation des échanges, hein, un petit peu, ce que Exactement. tu Permise fais. grâce au numérique. D'accord. Je vois Amer hocher de la tête tout le temps. Alors, comment vous avez envie de réagir par rapport à ça aussi avec votre Ouais. propre expérience, bien évidemment, Alors, et ce que vous avez pu faire pour les grands comptes pour lesquels vous travaillez. Alors, ce que Duc a présenté, c'est vraiment super intéressant et effectivement, c'est la réalité de ce qu'on voit. Il faut juste souligner un truc, effectivement, le progrès technologique, il peut avoir une forme, voilà, de remplacer l'humain, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. En fait, dans la plupart des interventions qu'on fait, le but, c'est simplifier, de faciliter et de rendre l'interaction pour les personnes plus facile. Et si je veux vous donner un exemple concret, dans un cadre des projets auxquels j'ai assisté, c'est un projet qui a été testé dans quelques gares à Saumur, par exemple, si quelqu'un est déjà parti là-bas. Il pourra rencontrer des robots qui, je ne sais pas si vous avez entendu les Pepper Robots, c'est en fait des robots intelligents qui peuvent interagir avec les êtres humains. Et leur but spécial, c'est de faciliter, c'est déjà prendre toutes les requêtes des clients, pouvoir proposer rapidement des solutions, puisque ces robots, ils apprennent. Donc, en gros, quand les humains, ils répondent à des requêtes pour résoudre des problèmes que les clients ont rencontrés, ces robots, ils peuvent amener toutes ces informations-là d'une façon intelligente et reconnaître, par exemple, un problème qui a été déjà passé et proposer des solutions. Donc, en gros, effectivement, il y a d'un côté faciliter la vie. Il faut surtout pas remplacer l'aspect humain, qui est un aspect super super important dans la relation qu'on vit tous les jours. On peut pas vivre juste avec une machine, voilà, c'est froid, hein, c'est froid. Donc voilà, je rejoins Duc sur ce qu'il a dit. Après, effectivement, on est dans une ère de transformation digitale qui est énorme. On peut d'ici 10 ans, c'est sûr, ça sera pas comme aujourd'hui, ça va être super évolué. On peut imaginer on peut imaginer, mais jamais pouvoir prédire exactement ce qui va se passer. Mais c'est sûr, vous allez pouvoir vivre ça, être des acteurs dans ces sujets-là. Et vous avez une chance énorme hein, d'être né dans une époque qui se transforme tellement rapidement qu'on arrive même à voir au fur et à mesure toutes ces transformations-là.
Et justement, concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce projet de la SNCF Exactement. à Saumur? C'était, Exactement. Alors, c'est un projet de test. En fait, la SNCF, elle utilise, ils veulent utiliser les robots partout. Donc, un de ces projets-là, c'était les robots Pepper. Ces robots-là, ils sont utilisés par plus que 2000 sociétés dans le monde. Eux, leur but, c'est avoir d'un côté un côté émotionnel qu'ils peuvent transmettre selon l'humeur des gens. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est énervé, ils peuvent s'adapter à ces gens-là. Et le but spécifique, c'est par exemple, ou bien faire une réservation, mais d'une façon, c'est pas juste une machine auquel on peut taper. Il peut interagir avec les paroles, avec la personne. Et par exemple, s'il y a une personne qui a un problème, il peut enregistrer par exemple sa requête. Et s'il n'arrive pas à la résoudre, il peut le transmettre à un agent réel qui peut l'aider à la résoudre. Sinon, il y a d'autres aussi. J'ai pas participé directement, mais des robots, juste des robots balayeurs, par exemple, dans le train, des drones qui peuvent même arriver à des endroits que l'humain, c'est un peu plus dur d'arriver pour nettoyer à la hauteur, ou etc. Donc, c'est intéressant. Effectivement, c'est des projets de test pour le moment, mais c'est des projets qui peuvent, vous allez pouvoir les voir peut-être très prochainement dans toutes les gares, j'espère. très bien. Jean-Marc, j'imagine que vous trépignez pour nous donner aussi vos perspectives. À vous. Alors, ça va peut-être parler aux ados qui sont en face de moi. Mhm. J'ai eu des gros problèmes au niveau de ma scolarité dans l'assimilation du savoir, dans le relationnel avec le professeur. Les technos qui sont apparus m'apportent énormément parce que ce ne sont pas pour moi des outils de savoir, je dirais, didactique, dans le genre je dois me nourrir de cette information, mais ce sont des leviers de compréhension. C'est-à-dire que désormais, la pédagogie est renversée. On a une question en soi, on sait où accéder à la réponse, à la réflexion, à la puissance de calcul. Et désormais, les choses que je projette se font par l'acquisition de savoir. Je fais des MOOC. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié ce sujet, les enfants. Mais à partir du moment où j'ai une question, je sais que j'ai la base de la réponse, que j'ai l'information la plus récente, alors qu'un livre, par exemple, il faut à peu près 10 ans pour le concevoir, l'éditer et le diffuser. Donc l'information est déjà obsolète. Là, avec les outils numériques, Je- j'ai à la fois les outils de formalisation de ma pensée et voire même de modélisation de la pensée, puisque je- j'utilise accessoirement. Jean-Marc, rapprochez-vous un peu du micro parce que c'est oui, Alors, voilà, merci. Voilà, c'est mieux. j'ai renversé l'acquisition de la connaissance par une définition de la compréhension. J'ai, grâce aux outils numériques, l'information la plus récente et la plus pertinente. Et avec les objets numériques comme les imprimantes 3D, l'Arduino et tout, je peux simuler, je peux conceptualiser, je peux formaliser mes projets. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros matériel pour pouvoir réellement faire un démonstrateur. Et je gagne un temps fou. Désormais, par rapport à mes rêves, au projet que j'imagine, il y a sa matérialisation pour pouvoir montrer que c'est efficace. D'ac- D'accord. Alors, Mais encore. alors par exemple, j'ai découvert sur Internet un système qui permettait d'améliorer l'admission d'air dans les voitures. C'était juste une pièce, un profil qui transformait le flux d'air. Pour vous donner un parallèle, c'est comme lorsque vous jouez au ping-pong, vous avez le choix entre faire un coup droit ou le choix de lifter la balle pour l'accélérer. Ben, ce système-là, qui me paraissait bizarre, j'ai réussi à le reproduire avec une imprimante 3D, à l'installer sur ma voiture. On ne vous entend encore plus, Jean-Marc. Non, Ouais, je c'est sais. un problème. En fait, il y a un côté, j'ai l'impression qui fonctionne bien, et puis un autre qui, non? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un truc, On doit peut-être avoir des petites ruptures de liaison. Ah Là, ouais. je me suis mis en CP. Bah là, c'est bien, hein, mais je sais Euh, pas. Il y a, ouais. non, mais c'est de temps en temps des ruptures sur le réseau, hein. Ah d'accord. Ok. Donc, ça hache quelquefois le message. Ah d'accord. Donc, Ok. pour vous Ok. donner un ordre d'idée, En fait, j'ai vu. ma question, c'était vraiment, enfin, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux métiers en fait liés aux révolutions technologiques? Comment vous voyez en fait les trends pour que les L'imaginaire jeunes puissent. sera le. Il faut laisser libre cours à votre imagination parce Mhm. que si vous imaginez des choses,
vous avez, avec tous les outils numériques, que ce soit l'Internet ou les outils de modélisation, vous avez de quoi les concrétiser, avoir les derniers savoirs, avoir les outils de calcul, notamment pour ce qui est le solaire, l'éolien, la simulation, etc. Vous avez derrière vous un soutien énorme. C'est-à-dire que pour les métiers de demain, sachez que vous avez un support que nous, à mon époque, quand j'avais votre âge, on n'avait pas. Et ça ouvre un champ des potentiels qui est magnifique. Je suis cette évolution donc depuis 1979 et je vois les progrès dans ce domaine-là et en aucun cas cet univers m'inquiète. Donc soyez confiants, ayez de l'imagination, soyez créatifs parce que vous avez les outils pour soutenir cette création. Mais, mais justement, on a beaucoup parlé du fait, mais là c'est une question pour tout le monde, parce que moi j'entends beaucoup du coup dans ce que vous dites aussi, c'est que finalement la proposition de valeur des nouveaux métiers, elle sera plutôt dans les émotions ou dans les interactions finalement avec l'autre, donc dans quelque chose finalement. Voilà, on parle aussi finalement, on parle beaucoup de robots d'un côté de robotisation, mais finalement, ce qui va, voilà, tout ce qui va concerner les échanges humains, vraiment les émotions, ce qui fait de nous vraiment des humains, c'est finalement ça qui va encore prendre le plus de valeur. Qu'est-ce que Ah oui, vous... l'exemple du robot Pepper est intéressant. Au premier regard, on se dit, ah mais le robot répond à la place de la personne. Donc en fait, on déshumanise. Et puis quand vous l'avez entendu vous expliquer, en fait, le robot répond aux questions basiques, celles qui ne sont pas intéressantes à répondre en fait. Et quand la question devient un peu compliquée, demande un peu plus de doigté, paf, ça vous redirige vers un humain. Donc en fait, le robot n'est pas un truc qui déshumanise, le robot qui est un truc qui enlève les trucs pas intéressants pour créer une relation intéressante, pour connecter l'usager du train avec un autre être humain quand ça vaut le coup. Et quand les deux vont ressortir enrichis parce que la relation est plus complexe. Et alors, une autre tendance donc là où ça se rejoint avec ce que dit Jean-Marc, la capacité de prototyper, la capacité d'expérimenter, c'est que le monde va tellement vite qu'en fait, la fameuse planification qui était pratique avec des flux purement marchands parce qu'ils ne bougeaient pas, ils sont immuables, alors que les émotions, ça bouge beaucoup. La fameuse planification qui était nécessaire à une époque où, pour mener une expérience, il fallait compter 6 mois, est de plus en plus remplacée par de l'instantané et ce qu'on appelle de la coordination. C'est-à-dire, concrètement, hein, nous, de notre temps, on n'avait pas de téléphone et quand on voulait manger ensemble, on prenait rendez-vous une semaine avant, il fallait qu'on réserve le restaurant, qu'on le choisisse à l'avance, etc. Aujourd'hui, on se dit, tiens, on se voit, et puis un quart d'heure avant, on commence à s'envoyer des SMS pour savoir où on va se voir, si c'est toujours bon. Si c'est pas bon ou qu'il y a un décalage d'une demi-heure, c'est pas grave, parce que j'ai mon téléphone et je peux attendre une demi-heure et ne pas m'ennuyer, et faire des choses, continuer à travailler, etc. Donc on a une tendance très forte à voir la planification se faire de moins en moins, parce qu'elle coûte du temps, finalement. Se coordonner, ça coûte du temps et donc de l'argent. Et se faire remplacer par plus de coordination, de la synchronisation, permise grâce aux technologies qui fluidifient l'information. Et qui Si permet je cette peux approche ajouter, expérimentale. Absolument. et si je peux ajouter un petit truc, en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle comme si c'était en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit dans les films de science-fiction, un robot qui peut interagir à tout et n'importe quoi. En fait, l'intelligence artificielle, c'est surtout utiliser toutes les données qu'on a aujourd'hui sur le web, c'est des données énormes quand même, pouvoir exploiter ces données-là pour sortir des choses prédictives, par exemple, par la machine. Donc, en gros, effectivement, on arrivera peut-être, mais ça sera vraiment dans des années et ça sera vraiment loin, à reproduire peut-être tout ce qui est émotion par la machine. Aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle, c'est des modèles simples. C'est des modèles juste qui sont basés à la donnée qu'on a aujourd'hui et que l'être humain, à la taille humaine, on ne peut pas exploiter tout ce qu'il y a dans le web, par exemple. C'est pour ça qu'on a tendance à utiliser des outils qui vont nous assister et nous aider à ça. Donc effectivement, il y a des trucs qui ne seront pas remplaçables, en tout cas dans le futur proche. Après, effectivement, l'être humain, voilà, faire des innovations, c'est ça notre rôle dans ce monde. Et moi, je suis quelqu'un de passionné par ce que je fais et j'aimerais bien aussi vous transmettre peut-être cette
un peu de cette passion-là pour voilà, voir les choses d'une façon, ok, ne pas remplacer l'humain, mais utiliser la technologie pour simplifier la vie des humains, pour les aider dans leurs tâches de chaque jour. Voilà, Siri nous aide beaucoup, même s'il récolte beaucoup de nos infos. Google, c'est la même chose. Mais effectivement, d'un côté, il y a des gens, voilà, ils se disent, ça nous aide, ça nous simplifie la vie, pourquoi pas. Après, voilà, il y a des discussions beaucoup plus compliquées à ces sujets-là. Oui, merci. C'est intéressant effectivement ce que vous dites parce que Jean-Marc, on avait eu aussi un échange à ce sujet où parce que c'est une vision justement positive de la technologie et Jean-Marc, vous me disiez aussi que c'est très important en fait que les jeunes aient cette vision aussi positive et qu'on avait une vision un peu trop anxiogène. Voilà, globalement comme ça, avec les médias, et que vous essayez aussi de lutter un petit peu pour une vision voilà, positive en tout cas. Éthique peut-être, mais positive. Hein. Mm. C'est Jean-Marc? pour moi. Oui. Il faut bien comprendre qu'au niveau des médias, comme on dit, ça fait vendre coco. Donc, si on fait du scandale, si on fait de la punchline, si on fait du message alarmiste, ça vendra toujours. Mais la réalité des choses, comme disaient les autres intervenants, c'est que actuellement, l'intelligence artificielle, c'est en réalité une énorme puissance de calcul et un stockage de savoir. C'est une énorme puissance C'est de, on n'a pas entendu l'intelligence artificielle, c'est une une? masse de, une énorme masse de savoir qui est en permanence remise à jour. Donc, si vous avez une question, vous trouvez la réponse. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va répondre à votre place, qui va vous trouver les questions. Donc, on a la main sur l'affaire et c'est très positif. C'est-à-dire que l'éveil de la curiosité de l'individu peut être satisfait par l'accès à toute cette database qui ne sert qu'à vous accompagner, à vous soulager sur tout ce qui est fastidieux, sur tout ce qui est calcul, tri, Mm. analyse. Vous avez la main sur l'affaire et vous avez des potentialités qui sont fabuleuses. Oh là, ouais. Bon, Vous m'avez entendu? merci. Le son est encore. Ouais. Assuré, ouais. Merci Les- Jean-Marc. Ok. On, on, Non, en- là, on n'entend plus en fait. ah, d'accord. Bon, Ouais, bah, je vais essayer. Il a pas Si un c'est casque? type, je vais ouais, communiquer en T'as force. pas un casque, un micro? Je vais essayer avec le casque. Ouais, ouais, peut-être, hein, parce que super. Alors, enfin, pour rebondir, pendant se branche, du coup, on échange des flux non marchands, on se coordonne, et finalement, la question que je vous invite à vous poser quand vous réfléchissez à un job de demain, ou à n'importe quel job d'ailleurs, c'est dans ce métier-là, dans cette activité, donc je crée de la valeur si je crée des connexions humaines. Qui je connecte avec qui? Il y a plein de manières de connecter les gens. Vous pouvez connecter très peu de gens avec une relation très intense. Vous mariez des gens entre eux, par exemple. Il y aura peut-être peu de gens qui vont réussir à se marier, mais vous avez, voilà. Et vous pouvez connecter beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens avec une solution de messaging, mais vous vous apportez assez peu de valeur. C'est eux qui créent tout le contenu. Donc, qui vous connectez avec qui? Quel flux ils vont s'échanger? Émotions, connaissances, confiance, flux matériel, argent, etc. Et avec quelle intensité vous allez vous faire échanger? Et bien entendu, si vous essayez de créer avec très peu de personnes, des flux très peu intenses, vous n'allez probablement pas trouver un métier parce que il y aura pas de demande suffisante. Donc, soit il faut créer avec peu de gens, mais créer des connexions très intenses, soit beaucoup de gens et des connexions assez faibles. Et Mark Zuckerberg, il dit à ses employés, hein, vous devez disparaître, vous n'êtes pas là. Facebook ne doit pas être là. Facebook, ça doit être comme demain. Quand vous parlez à quelqu'un, vous ne vous dites pas, j'utilise l'air comme un médium qui sert à porter ma voix pour l'amener à quelqu'un d'autre. Et voire même, quand vous téléphonez à quelqu'un, vous allez raccrocher, puis vous allez dire, ah, j'ai vu avec Nathalie, on va à la piscine demain. Vous n'avez pas le fait que vous l'ayez vu par téléphone, par email, par Snap ou n'importe quoi n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous ayez parlé avec Nathalie et que vous ayez fixé la date. Voilà. Et le Facebook essaye de disparaître comme ça. Ouais.
y a un dérapage, ouais. Il y a un dérapage énorme qui est... Alors, on installe une intelligence artificielle qui nous permet voilà, de nous liker, de nous connecter les uns aux autres. La question, c'est quand vous recevez un billet sur Insta, Snap ou Facebook, etc., vous le voyez, et puis on vous demande, est-ce que tu le likes? Voilà. Et face à cette sollicitation que vous apporte la machine, qui vous porte le message de quelqu'un d'autre derrière, hein, mais il y a la machine qui vous demande, vous avez deux attitudes possibles. La première, c'est l'attitude, je dirais, comme à la télé, consumériste, de on me demande et puis je réponds si j'aime ou si j'aime pas. Et vous avez une autre attitude où vous pouvez vous dire, bon alors, en fait, il y a des gens qui ont fait une intelligence artificielle qui me demandent si je like ou pas pour savoir ce qu'ils vont me proposer demain. D'accord? Parce qu'en fonction des gens que vous likez, vous avez de plus en plus de ça, puis si vous ne likez pas, vous l'avez de moins en moins. Et donc, en fait, vous n'êtes pas en train de dire si vous aimez ce contenu, vous êtes en train de programmer ou de paramétrer cette intelligence artificielle, cet alter ego numérique qui est derrière la machine, pour lui dire ce que vous voulez avoir demain ou ce que vous ne voulez pas avoir demain. Et donc, vous voyez que face à une seule sollicitation, vous avez deux postures différentes. Une posture où vous dites, bon, ben, Mark Zuckerberg et ses 4 copains, c'est eux qui décident de tout et moi, je les nourris. Je leur donne mon cerveau, mon temps de cerveau disponible. Ou vous avez une posture où vous dites, alors en fait, chaque like, c'est une voix, et moi, je suis un citoyen, et je vais utiliser cette voix pour exprimer mon pouvoir. Voilà. Et on est face à un petit problème qui est que, bien entendu, Mark Zuckerberg et ses amis, ils préfèrent l'option 1, comme ça qu'ils vont gagner plus d'argent. Si tout le monde se comporte comme des consommateurs, ben, eux, ils peuvent avoir le pouvoir. Et puis, bien entendu, comme tout ça n'existe pas dans l'ancien monde, on ne nous l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas à l'entreprise, on ne l'apprend nulle part, quoi. Donc, il y a un enjeu d'auto-éducation auquel on est un peu tous confrontés pour que l'on devienne, non pas consommateur, mais consomme-acteur, comme on dit, c'est-à-dire agir en conscience de l'impact de nos différentes interactions sur le réseau social et de dire, ce petit robot, là, cette intelligence artificielle qui est dans la machine, qui essaye de me comprendre, en fait, c'est moi qui vais lui dire ce qu'elle doit comprendre, et donc c'est moi qui la contrôle. Et à ce moment-là, on peut diluer le pouvoir dans la population entière. Il y a un effort je ne sais pas s'il faut être bac plus 12, mais il y a un effort d'éducation et de sensibilisation très clair. Après, on peut le faire à l'instinct et bien le faire. Il y a des gens qui votent à l'instinct. Il y a le cerveau, la pensée consciente, puis il y a toute la pensée inconsciente qui est capable de faire des choses formidables. Est-ce que je peux intervenir? Qui peut Ouais. réagir, Bah, ouais, par rapport à J'aimerais. cette remarque? Ouais. Jean-Marc, oui? Oui, alors, est-ce que vous m'entendez là maintenant avec le casque? Alors, ça coupe pas, mais le volume est un peu faible. On peut monter le son? On peut monter le son. Ouais, parce qu'il paraît qu'il n'est pas très puissant, donc je vais Ah, essayer c'est de bien parler au ça. mieux. C'est bien ça. Ouais. Ok. Donc, en ce qui concerne le temps, j'adore un philosophe des sciences qui s'appelle Étienne Klein et qui a beaucoup travaillé dessus. C'est vrai que le temps est la seule chose que l'on ne peut pas définir scientifiquement et surtout qu'on ne peut pas capitaliser. Donc, les outils numériques sont un outil pour vous aider à optimiser votre temps personnel et c'est à vous de savoir l'usage, quoi en faire. C'est la subtilité de l'humain. Donc, je comprends tout à fait votre point de vue. Il est très intéressant de consacrer du temps machine sur ce qui est, je dirais, purement calcul, etc., pour vous laisser du temps personnel à l'expression de ce que vous êtes, votre état d'esprit, votre feeling, votre humeur de l'instant, et jouir de l'instant. On n'est pas du tout dans un monde qui s'automatise et qui se stérilise. On est au contraire dans l'éveil de votre conscience, de votre maturité, et c'est à vous de faire la meilleure maîtrise de ces outils qui vous accompagnent. Ce sont des compagnons. Ce ne sont pas des systèmes qui vous bloquent, qui vont vous guider. Et c'est là qu'il faut être inspiré, être créatif. Et les métiers de demain seront des métiers de création. Ça vous va comme réponse? Alors,
Dans l'ancien modèle, le temps c'est de l'argent parce qu'on était dans un modèle industriel où il y avait que l'argent et les biens matériels. Mais si on ouvre en se disant, bon, dans la nouvelle société, on a les 5 flux, en fait, le temps que je ne vais pas passer à produire, ça veut dire que en fait, je vais le passer à me connecter émotionnellement, à comprendre qui je suis, etc. Donc, euh, on a tous 24 heures, ça ne change pas. Après, on peut débattre des heures sur le bonheur, mais on peut se dire, bon, moi, mon objectif de vie, c'est de comprendre c'est de passer ces 24 heures au mieux, chaque jour. Comment je distribue mes 24 heures. Il y a une partie, je vais dormir, une partie, je vais manger, et puis il y a une partie où je vais avoir des activités, interagir avec d'autres personnes. Comment est-ce que ces interactions me satisfont au mieux, de sorte que quand je me couche le soir, je me dis que j'ai passé du bon temps. Et ben, je ventile, en fait, je distribue ce temps d'éveil dans diverses activités, dans diverses interactions que je vais avoir avec des personnes. Et grâce à la technologie, j'ai de moins en moins j'ai besoin de passer moins de temps dans les flux marchands à produire, et donc je peux passer plus de temps dans les flux non marchands à exprimer mes émotions, à aller trouver des gens qui partagent mes valeurs, et donc me retrouver plus heureux, d'une part parce que je suis entouré de gens qui partagent mes valeurs, mais d'autre part parce qu'ensemble, on peut revenir dans les flux marchands et faire des projets ensemble. Donc la technologie permet en fait, quand on dit gagner du temps, ça veut dire réduire la portion industrielle et fordiste du temps qu'on passe pour en passer plus dans son humanité, en tant qu'être humain. Surtout que chaque époque, elle a sa spécificité en fait. Donc du coup, les gens qui étaient avant, ils avaient des contraintes qu'on n'a pas peut-être aujourd'hui. On a des outils qui nous facilitent la vie. Donc dire, en fait, effectivement, tu as le droit d'avoir peur, mais il faut utiliser tout ce qu'on a aujourd'hui pour encore avancer. On est dans une ère voilà, qui se transforme. Utilisons les outils qu'on a, effectivement, pour gagner du temps. C'est gagner du temps, mais le temps qu'on gagne, on l'injecte pour faire autre chose encore. C'est ça l'évolution en fait. Et comme Jean-Marc a dit, il a passé par là. Donc quand il a commencé, il n'avait même pas les ordi. Donc nous, on a aujourd'hui des outils qu'on peut utiliser pour avancer. Est-ce que on va devoir clôturer bientôt? Est-ce qu'il y a une question, une frustration? Oui. Alors, un MOOC, c'est ce qu'on appelle en anglais un Massive Online Courses, c'est-à-dire ce sont des sujets d'apprentissage qui sont développés soit par des institutions, soit par des universités, qui sont généralement gratuits. Et vous étudiez sur 4-5 semaines un sujet particulier qui vous plaît. Et à la fin, c'est validé par une certification. Donc, vous avez acquis un savoir qui vient de n'importe quel lieu du monde et qui vous permet de vous grandir. Ce sont des cours libres et de En ligne, qualité. hein. Ouais. En fait, on est face aujourd'hui à un problème qui est que le progrès avance à la vitesse du cerveau de tout le monde qui se met ensemble pour bosser. Donc plus on avance, plus la technologie va de plus en plus vite. Mais si on prend une personne individuelle et qu'on regarde son cerveau, il est le même qu'il y a 500 ans, il y a 1000 ans. La plasticité d'un cerveau humain, elle n'a pas évolué depuis 1000 ans. Et donc on a du mal à suivre un rythme. Est-ce que je peux Ouais, mais la question c'est comment on se débarrasse de ce... On a un frein en fait. Ouais. Ap- Oui, tout à fait. Bah, après, le sujet de la table ronde, c'est vraiment les nouveaux métiers, parce que vous allez faire un job lab après pour vraiment s'interroger sur les nouveaux métiers. Donc, éventuellement, la lutte des inégalités, enfin, ça peut être des nouveaux métiers liés à la révolution. Donc, peut-être que tu proposeras quelque chose tout à l'heure sur ces sujets qui effectivement te tiennent à cœur. Ouais, tout à fait. Ça peut faire peut-être partie des nouveaux métiers. Oui, oui, oui. Bah, justement, il y a une question aussi, la première question là-dessus. Mhm. Mhm.
En tout cas, je pense que vous allez y réfléchir toute l'après-midi, justement, et explorer toutes ces questions et sortir avec plein de nouveaux métiers grâce aux révolutions technologiques. Merci à vous. Merci aux intervenants qu'on applaudit. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc en remote, particulièrement, parce que ça n'a pas été simple. J'espère que ça a été pour vous quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est pour détendre l'atmosphère et vous expliquer à quoi ça sert les outils numériques. Je ne suis pas venu de Tours à Paris. Pendant ce temps-là, je suis un homme moderne. Avant qu'il y ait la réunion, au lieu de me déplacer, j'ai fait le ménage dans la maison. Ma femme est contente. Vous voyez que ça fait évoluer les mentalités. Merci. Voilà en tout cas une idée peut-être. Merci Jean-Marc. Oh, encore au revoir. Merci Amer, merci Duc.